Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous voyons aujourd'hui, et je vous remercie plutôt que d'écouter la bête, de venir écouter votre serviteur. Nous allons voir donc l'État chrétien tel que va le construire García Moreno. Alors, reprenant les rênes du gouvernement, García Moreno était bien décidé à réaliser l'œuvre de civilisation catholique dont il n'avait pu que poser les bases durant sa première présidence. Donc il n'arrivait au pouvoir que pour rétablir le royaume de Dieu et sa justice. Sa seule ambition était d'engager l'avenir en donnant au pays une constitution vraiment catholique. Et pour l'asseoir, il devait évidemment opérer certaines destructions, saper les institutions anarchiques créées par la Révolution. C'est le côté négatif, mais vous allez voir qu'il y a eu un côté positif extraordinaire. Donc dès le 12 février, il supprima d'un trait de plume l'université de Quito. Cette université était un foyer de doctrine libérale tel que le droit absolu de l'État, le conseil de l'instruction publique, les déclamations contre l'autorité de l'Église et les principes régulateurs de l'ordre social. Donc il supprime cette université. Un autre décret ferme le Collège national de Cuenca, qui était un autre foyer d'immoralité. Les libéraux avaient réussi, durant les 4 dernières années, à empêcher, au moins partiellement, les bons effets du Concordat, surtout la réforme du clergé. Donc, à force d'instance, ils avaient obtenu du pape la suppression du fort ecclésiastique et le rétablissement du droit commun dans les causes judiciaires. Et les évêques se trouvaient donc dépouillés de toute force coercitive, d'où un grand relâchement dans les mœurs. Mais García Moreno voulait l'Église libre et il abolit donc la réforme voulue par les libéraux. Donc il rétablit le fort ecclésiastique, la suppression du transfert des causes ecclésiastiques civiles et criminelles aux tribunaux séculiers. Il supprime cela et ce sont ses premiers travaux de déblaiement. Ensuite, il va publier le décret convoquant les électeurs. La convention devait être composée de 30 députés, 3 pour chaque province, et n'était éligible que les citoyens de plus de 30 ans et possédant une certaine fortune. La mission principale de la Convention était de voter une nouvelle constitution qui serait soumise à la ratification du peuple. Et cette perspective d'une convention catholique qui, sous l'influence et la direction de García Moreno, allait constituer un État chrétien, rendit furieux les radicaux qui tentèrent un coup de main depuis Guayaquil avec le général Vintimilla, qui était un agent secret d'Urbina. On retrouve toujours le fameux Urbina. Profitant du jour de sa fête, le 19 mars, il donna le signal de l'insurrection en s'emparant du général d'Arquea. Mais grâce à l'énergie de quelques chefs intrépides, la résistance s'organisa, on se battit dans les rues pendant plusieurs heures,
d'Archéa, montrant à ses soldats devenus ses geôliers qu'on les avait indignement trompés, les décida à lui prêter main forte. Un des soldats abat avec son arme Vintimilla et panique des insurgés. D'Archéa en profite pour sortir de la prison, se mettre à la tête des troupes et il achève la déroute des révolutionnaires avec au total 150 morts et blessés. García Moreno a pris la révolte en même temps que la victoire. Il félicite le peuple et l'armée lors d'une prise d'armes. Et après avoir déclaré gloire et bénédiction au Dieu des armées, il ajoute « Louange et gratitude aux héroïques généraux d'Archéa et Uraga, à tous les chefs, officiers, soldats, employés qui ont vaincu l'insurrection. » Il y eut un internement de réfugiés au Pérou et la déportation de plusieurs chefs. Donc l'état de siège étendu à toutes les provinces va ôter aux perturbateurs la tentative de récidiver. L'insurrection du 19 mars fut aussi à l'origine de pétitions pour demander à García Moreno de revenir sur son serment solennel de déposer le pouvoir aussitôt après avoir organisé le gouvernement et réformé la législation de concert avec une convention nationale. García Moreno répond dans le journal officiel « Le président de la République apprend, avec non moins de surprise que d'indignation, l'extrême liberté que se donnent certaines personnes de racoler des signatures à l'effet de l'obliger moralement à enfreindre un serment solennel. » Souvenez-vous, il avait prêté un serment solennel de ne jamais revenir au gouvernement comme président de la République. Rien au monde ne le déterminera à se déshonorer par la violation de sa parole. Il engage donc ses zélés à s'abstenir de démarches inutiles. Il use même de son droit pour le leur commander. On doit tout sacrifier à la patrie, excepté la foi, la conscience et l'honneur. Alors, devant cette réaction, on cessa de pétitionner, mais on n'en persista pas moins dans la volonté d'avoir pour chef García Moreno. Les députés à la Convention, presque tous conservateurs et bons catholiques, arrivèrent dans la capitale avec l'idée bien arrêtée de faire prévaloir cette volonté du peuple, surtout qu'après avoir vu à l'œuvre un Carrion et un Espinosa, on pouvait toujours craindre de trouver un libéral sous le masque d'un conservateur. On doutait même du général d'Archéa, mais García Moreno restait inflexible. Le 16 mai, à l'ouverture des séances de la Convention, il se présenta devant les députés pour rendre compte de sa courte gestion. Carvaral, président alors l'Assemblée. L'avenir dépendait en grande partie de la constitution qu'ils allaient donner au peuple. Le projet avait été élaboré par García Moreno et c'est sur ce projet qu'ils allaient donc délibérer, et il contenait les réformes impérieusement exigées pour réaliser l'ordre et le progrès. Il avait eu dans ce travail deux objectifs. Le premier, harmoniser les constitutions politiques avec les croyances religieuses. Et le second, investir l'autorité d'une force suffisante pour résister aux assauts de l'anarchie. Et il explique sa pensée. La civilisation, dit-il, fruit du catholicisme, dégénère et s'abattardit à mesure qu'elle s'éloigne des principes catholiques. De là, la débilité progressive et générale des caractères, véritable maladie endémique de notre siècle. Entre le peuple prosterné au pied des autels du vrai Dieu
et les ennemis de notre sainte religion, il faut élever un mur de défense, et c'est là que je me suis proposé comme réforme essentielle dans ce projet de constitution. Et il termine son message par une déclaration plus formelle encore relativement à la future présidence. Rentré chez lui, il envoie immédiatement au président de l'Assemblée sa démission officielle. Les députés vont être d'un avis contraire. Et usant de leurs droits, car le président définitif ne devait être nommé qu'après le vote de la Constitution, ils le réélurent à l'instant président par intérim. Ce fut en vain et en termes si forts que l'Assemblée accepta sa démission, mais en chargeant Carvajal de lui faire savoir qu'elle cédait à des raisons de déférence et non aux motifs présentés par lui pour refuser le pouvoir. Pour le remplacer temporairement, l'Assemblée élut le beau-frère de García Moreno, Manuel Ascasubi, lequel associa immédiatement García Moreno à son gouvernement en lui donnant le portefeuille des finances. Et puis, on proposa de le nommer général en chef de l'armée. La Convention le proclamait sans hésitation général en chef de l'armée. Après 7 jours d'hésitation, il accepta, dit-il, pour continuer à défendre la religion et la patrie. La Convention mit alors à son ordre du jour le projet de constitution élaboré par García Moreno. Certaines dispositions, par leur opposition directe à l'esprit moderne, froissèrent le libéralisme de certains députés qui les combattirent avec acharnement. Mais, en sa qualité de ministre, García Moreno prit la parole pour les défendre et entraîner ainsi la majorité. Et le projet passa donc tout entier, presque sans modification. Le peuple attendait avec impatience le vote de la Constitution pour arriver enfin à la question brûlante de la présidence définitive. Les députés, eux, étaient plus que jamais décidés à ne tenir aucun compte des scrupules de García Moreno, et ils ne s'en cachaient pas. Un serment qui contriste tous les bons citoyens, qui comble les vœux des révolutionnaires, qu'on ne peut tenir sans nuire gravement au bien public, ne saurait être obligatoire. Et donc, en vertu de sa puissance dominative, la nation a le droit et le devoir d'annuler de tels serments. Dans de pareilles conjonctures, refuser la suprême magistrature, c'est encourir la responsabilité de tous les maux qui vont résulter de ce refus, et ce n'est plus un acte de vertu, mais une faute. García Moreno connaissait ces principes de saine théologie, mais il en contestait l'application. Il entendait déjà la cohue révolutionnaire l'appeler traître et parjure, et lui reprochait devant le peuple son manque de parole. Quelle influence aurait-il sur le pays s'il perdait son prestige d'homme honnête et chrétien? Les députés lui répondirent que le peuple ne lui pardonnerait jamais de l'avoir livré par un faux sentiment d'honneur aux ennemis de la religion et de la patrie. Le 29 juillet, la Convention se réunit dans l'église de la Compagnie de Jésus, où, après une messe solennelle, elle procéda à l'élection du président de la République. García Moreno fut élu à l'unanimité, moins une voix. Mais la volonté de fer de García Moreno ne savait plier. Il ne restait pour le vaincre qu'à commander
en vertu de son pouvoir suprême. À l'unanimité, les députés refusèrent d'agréer les excuses du président nommé. Carvajal l'informa de la décision définitive de l'Assemblée, persuadé, disait-il, que cédant enfin à la volonté nationale, représentée par la Convention, il se présenterait le lendemain à l'église métropolitaine pour prêter le serment constitutionnel. Devant un ordre formel, García Moreno n'avait plus qu'à se soumettre. Non pas qu'il reconnût la souveraineté de la nation sur l'individu, mais parce que, dans cette circonstance, la voix du peuple lui parut la voix de Dieu. Et le lendemain, 30 juillet, entouré des autorités civiles et militaires, il se rendit à la cathédrale pour la solennelle cérémonie du serment. Carvajal se fit l'interprète de la nation tout entière en félicitant le nouveau président. En ces termes, religion et patrie, vous avez uni ces deux noms dans votre serment, parce que de leur union dépend la félicité sociale. Hors de là, le pouvoir n'est qu'un instrument de domination. Il y a 8 ans, dans les mêmes circonstances, vous prêtiez le même serment. Vous avez loyalement tenu parole. Sous votre gouvernement, la patrie a changé de face. La religion est devenue chez nous un élément de vie et de progrès. Vous pouvez compter sur le patriotisme et la moralité d'un peuple qui, en vous confiant ses destinées pour la 2e fois, montre éloquemment qu'il sait discerner l'homme de bien et lui témoigner sa gratitude. Enfin, vous pouvez compter sur le Dieu Tout-Puissant, toujours prêt à nous exaucer quand nos lèvres murmurent les noms sacrés de religion et de patrie. García Moreno répondit par ce discours. « Mon serment m'oblige à me sacrifier pour la religion et la patrie. Il est plus difficile à l'homme d'honneur de procurer le bien public qu'au méchant de le ruiner. Celui-ci trouve toujours des collaborateurs intéressés. Le redresseur d'abus, au contraire, doit lutter sans cesse contre l'indifférence égoïste ou l'opposition routinière. La moralité et l'énergie du peuple qui retrempe sa vigueur aux sources régénératrices du catholicisme, la vertu et la loyauté de l'armée, débarrassée des traîtres qui déshonoraient ses rangs, l'observance des lois, la solidité des institutions, l'étroite union de la République avec ses alliés du Nouveau et de l'Ancien Monde, la bonne foi et la justice, désormais seule inspiratrice d'une politique tout à la fois digne, sûre, conciliante, et par-dessus tout la confiance dans le Dieu qui ne nous abandonne ni dans les revers, ni dans les infortunes, voilà les secours sur lesquels je compte pour vaincre mes terreurs et tenir mes serments. Heureux, s'il m'arrivait, d'avoir à les sceller de mon sang pour défendre la religion et la patrie. » Voilà donc García Moreno, président. 1869. Tout d'abord, la Constitution. García Moreno considérait cette Constitution comme l'âme d'une nation ou le grand ressort de sa vie morale et matérielle. Alors, il n'entrerait donc nullement dans l'esprit de García Moreno de faire une constitution nouvelle, mais de rendre à l'Équateur sa constitution normale et divine, c'est-à-dire la constitution catholique, en l'adaptant à une forme républicaine. Donc, vrai politique chrétien, García Moreno croyait que Dieu a envoyé son Fils sur cette terre pour gouverner aussi bien les nations que les âmes. Que par conséquent, la vraie constitution des peuples a pour auteur Jésus-Christ,
et pour formule le code évangélique. Au sommet du corps social, l'Église, épouse du Christ, dépositaire de sa puissance et de ses trésors, à savoir la justice, l'ordre et la paix, trésors dont elle est dispensatrice auprès des peuples. Au-dessus de cet organe principal, l'État, chargé premièrement de défendre l'Église contre les méchants afin d'assurer sa liberté d'action, c'est-à-dire la libre communication des biens au peuple, et secondairement de pourvoir au bien-être matériel de la nation afin que les enfants de l'Église jouissent du surcroît promis à ceux qui cherchent avant tout le règne de Dieu et sa justice. Cet organe secondaire, l'État, s'unit à l'Église comme le corps s'unit à l'âme, et de leur fonctionnement régulier dépend le bon ordre des États, la prospérité des sociétés, la liberté vraie des individus. Les révolutionnaires éliminèrent de l'organisme social le rouage principal, l'Église, source des biens fondamentaux qui sont la vérité et la justice. Et ils déplacent ensuite l'organe de la souveraineté civile en faisant du peuple sujet un souverain absolu. Et naturellement, les sociétés n'ayant ni tête ni cœur, ni Dieu ni maître, deviennent alors la proie des révolutionnaires qui s'en partagent les lambeaux. Ainsi, la révolution satanique exploite les peuples au nom du libéralisme, au nom de l'indépendance. C'est très actuel, ça, tout ça. Déjà en 1869, l'Équateur avait eu 7 constitutions, plus ou moins antichrétiennes et antisociales. Tous les États américains se faisaient gloire de la date de 1789 et de calquer leur constitution sur la Déclaration des droits de l'homme. L'Europe se séparait de plus en plus du Christ et de son Église. La Révolution avait conquis les deux mondes, abattant partout les autels du vrai Dieu pour offrir aux adorations des peuples sa criminelle et sanglante déesse, la liberté. Certains catholiques même n'échappaient point à l'infatuation libérale. Ils ne craignaient point de vanter des constitutions politiques basées sur l'abominable doctrine de la souveraineté du peuple, même sur la subordination de l'Église à l'État, qu'ils auraient voulu déguiser sous l'hypocrite formule de l'Église libre dans l'État libre. Comme si deux puissances indépendantes pouvaient coexister et fonctionner dans l'unité du mécanisme social. L'Église a d'ailleurs foudroyé ce libéralisme d'État, la grande hérésie du XIXe siècle, et l'Église l'a foudroyé notamment dans le syllabus. Et puis l'encyclique Immortale Dei de Léon XIII, qui expose bien les principes qui doivent régir les sociétés chrétiennes, et ensuite viser et expliquer les propositions du syllabus. Alors c'est vrai que la prudence conseille parfois, pour éviter un plus grand mal, de tolérer l'erreur, mais à la condition de ne point ériger cette tolérance en droit, ni surtout de vanter comme un progrès l'état d'un peuple assez décrépit et maladif pour bannir de sa constitution Jésus-Christ et son Église. Et Garcia Moreno écoutait avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect les enseignements du pape Pie IX. La constitution de Garcia Moreno, absolument conforme aux principes du syllabus, fut la réfutation péremptoire des assertions scandaleuses émises par les libéraux
sur la soi-disant impossibilité de restituer à l'Équateur ses droits sociaux et par conséquent sur l'inopportunité du syllabus. Au frontispice des constitutions issues de la Révolution, les législateurs inscrivent le nom de la divinité nouvelle, le peuple souverain. En tête de sa constitution, García Moreno grave ces mots majestueux, je cite, « Au nom de Dieu un et trine, auteur, conservateur et législateur de l'univers, la Convention nationale a décrété la présente Constitution. » Donc pour García Moreno, le Dieu vivant ou la Sainte Trinité, le Dieu de l'Église catholique est le législateur, et par conséquent, aucune puissance en ce monde n'a le droit de légiférer, si ce n'est en son nom et sous sa dépendance. En conséquence, le premier article de la Constitution déclare, je cite, « La religion catholique, apostolique et romaine, religion de l'État, à l'exclusion de tout autre, et la maintient en possession inaliénable des droits et prérogatives dont les lois de Dieu et les prescriptions canoniques l'ont investi, avec obligation pour les pouvoirs publics de la protéger et de la faire respecter. » C'est donc ici la reconnaissance officielle, solennelle, effective de la royauté du Christ et de son Église. Et puis c'est là aussi le fait d'authentiquer officiellement le concordat et l'abolition de toutes les entraves au moyen desquelles le pouvoir civil restreignait ou annulait l'action du clergé. Et puis, pour assurer cette union vitale de l'Église et de l'État, García Moreno, dans l'article de la Constitution relatif aux droits des citoyens, introduit cette clause. On ne peut être électeur ou éligible ou fonctionnaire à un degré quelconque sans professer la religion catholique. Et cet article fondamental fut voté à l'unanimité, moins 2 voix. Donc ce mur de séparation dont avait parlé García Moreno atteignait là toute sa hauteur par l'adoption d'une autre clause déclarant déchu de ses droits de citoyen tout individu appartenant à une société prohibée par l'Église. Il fallait donc l'audace de García Moreno et cette clarté pour barrer le chemin aux chevaliers de l'Équerre et du Triangle alors qu'ils trônaient dans les ministères des pays d'Europe. Alors, deuxième point, l'État catholique constitué, il s'agissait de restaurer le pouvoir civil qui avait été amoindri, annulé par les théoriciens du libéralisme. D'après eux, le pouvoir est un ennemi qu'il faut mettre dans l'impuissance d'agir. Ce qu'il lui faut, c'est la liberté du mal, toutes ces libertés modernes qu'il prône comme ses droits imprescriptibles. Liberté de culte, liberté de conscience, liberté de la presse, etc. Sous ce régime, alors, l'anarchie alterne fatalement avec la dictature, et même fraternellement. Il fallait donc à tout prix donner au pouvoir exécutif les moyens de défendre la société contre les perturbateurs. La Révolution a dépouillé le souverain du mandat législatif pour le conférer à un Parlement indépendant de toute autorité civile, ecclésiastique ou divine, tyran à 7 ou 800 têtes, déclaré inviolable, irresponsable, libre de fouler aux pieds les droits de Dieu, de l'Église, de la famille, de l'individu.
Donc cet absolutisme parlementaire, et c'est ça qui va faire la victoire de García Moreno, cet absolutisme parlementaire, le plus formidable engin du despotisme que le monde ait jamais connu, on le présente au peuple comme un type de gouvernement libéral. Et c'est là le chef de la duperie révolutionnaire. García Moreno va donc opposer des digues au pouvoir des chambres. En accordant à l'Église la jouissance de ses droits et privilèges canoniques, il enlevait déjà au Parlement le thème ordinaire de leurs abus de pouvoir. Même dans les questions purement civiles, la nouvelle Constitution réfréna l'omnipotence du Congrès en attribuant au gouvernement un droit de veto sérieux et efficace. Ensuite, afin d'entourer le gouvernement de coopérateurs fidèles, on va l'investir du droit de nommer ou de révoquer tous les dignitaires de l'ordre civil et militaire. L'armée releva aussi du pouvoir exécutif. Quant aux magistrats de l'ordre judiciaire, le gouvernement intervenait dans leur nomination conjointement avec le Congrès. Tout le personnel administratif, civil, militaire, judiciaire, ne faisant qu'un avec le chef de l'État, il était ainsi plus difficile aux anarchistes de se sentir à l'aise. Puis, il ajouta quelques dispositions du Code pénal sur les rébellions ou séditions. Les dépositaires de l'autorité ou les employés qui, directement ou indirectement, auraient pris part à la rébellion ou à la sédition seront jugés comme coupables de trahison. Ensuite, il y a eu d'autres peines qui vont être ajoutées à celle-ci concernant des perturbateurs et qui vont épouvanter d'autant plus les révolutionnaires que la Constitution, pour leur ôter tout espoir de s'y soustraire, conféra au gouvernement le droit, en cas d'insurrection, de mettre le pays en état de siège, avec faculté pendant ce temps d'ordonner des visites domiciliaires, d'appréhender les personnes suspectes, de les transporter à l'étranger, de s'emparer des armes et des munitions, de prohiber les publications ou fermer les cercles lui paraissant dangereux pour l'ordre public. Alors, les libéraux vont crier au scandale, et à ces libéraux, García Moreno répond « Il faut armer le gouvernement pour défendre les honnêtes gens. Ce serait un crime de lier les mains au pouvoir par respect pour des voleurs et des assassins de profession. » Donc, les pouvoirs du président déterminés, il s'agissait de remédier maintenant à l'instabilité du gouvernement, qui est le vice caractéristique du régime républicain. Il ne craignait pas de rompre ici avec le système américain. La nouvelle Constitution décide alors que le président sera élu pour 6 ans au lieu de 4, rééligible pour une seconde période. Il ne pourra pas être réinvesti d'un 3e mandat, sinon après un intervalle de 6 ans. Et les députés seront élus pour 6 ans et les sénateurs 9. La constitution mise en place par García Moreno était donc une constitution catholique où l'autorité divine et humaine se donnait la main pour travailler de concert au bonheur éternel et temporel du peuple. Donc sans séparation et sans confusion des pouvoirs. García Moreno fit de cette constitution l'œuvre et la gloire du peuple entier par la ratification qu'il sollicita des collèges électoraux. Et ce plébiscite dépassa son attente,
puisque 14 000 électeurs contre 500 acclamèrent la Constitution catholique et montrèrent qu'au milieu de l'apostasie générale des nations, il se trouvait sur la terre un peuple chrétien. Là-dessus intervient un assassin, Cornero. La Révolution, après la mise en place de cette Constitution, était donc battue en fait et en droit. Évidemment, les révolutionnaires nourrissaient cette idée fixe qu'une insurrection devenait impossible avant la disparition du président. Déjà, Vintimilla recommandait vivement aux sectaires de se débarrasser du tyran par un coup de poignard. Pour préparer les esprits à la réaction, le mot d'ordre était de déblatérer dans les cercles et journaux contre la Constitution. Aujourd'hui, c'est la même chose, les médias. Les 500 qui avaient refusé de ratifier le vote des chambres se mirent à la besogne avec fureur. D'abord gagner à leur cause la jeunesse dissolue, puis enrôler peu à peu les conservateurs teintés de libéralisme. On reprochait souvent à García Moreno d'avoir inféodé l'État à l'Église. Alors il répondit avec Henri IV, « Ce pays est incontestablement le royaume de Dieu. Il lui appartient en propre et il n'a fait autre chose que le confier à ma sollicitude. Je dois donc faire tous les efforts possibles pour que Dieu règne dans son royaume, pour que mes commandements soient subordonnés aux siens, pour que mes lois fassent respecter ses lois. » Les libéraux, eux, évidemment, proscrivaient la royauté du Christ comme attentatoire aux droits de l'État. On disait aussi que la nouvelle Constitution anéantissait toute liberté. García Moreno réédita sa maxime favorite, « Liberté pour tous et pour tout, excepté pour le mal et les malfaiteurs ». Début décembre 1869, après 3 mois de discussions passionnées, comptant sur un certain nombre d'esprits crédules, les conjurés crurent le moment venu, comptant sur un certain nombre, comme je l'ai dit, d'esprits crédules. Donc, ils crurent le moment venu d'exécuter leur infâme dessein. Plusieurs jeunes, à la tête desquels se trouvait un certain Manuel Cornero, se réunirent pour concerter le moyen d'assassiner le président, de s'emparer des casernes de Quito pendant que leurs complices insurgeaient Guayaquil et Cuenca et proclamaient ensuite Urbina, toujours le même, chef du pays. La Providence déjoua une fois de plus leur plan. Le 14 décembre, au moment d'en venir à l'exécution, un des initiés, Sanchez, cédant au remords qui déchirait son cœur, découvrit au président le projet et le nom des assassins. Tous furent saisis, Cornero et ses complices traduits devant le Conseil de guerre et condamnés à mort. Et pendant ce temps-là, on arrêtait à Quito les meneurs de la Révolution. Un programme s'exécutait à Cuenca, où la ville fut ravagée, et le gouverneur, attaché à un poteau, qui frappé de plusieurs balles, tomba face contre terre et allait être achevé quand une centaine d'hommes armés de fusils dispersèrent les bandits et se rendirent maîtres du terrain. À la découverte de cette conspiration, García Moreno mit en état de siège la province de Quito et, en apprenant les désordres de Cuenca, à toute la République. Les révoltés de Cuenca furent traduits devant un conseil de guerre, les principaux coupables furent condamnés à mort et les autres aux travaux forcés, et ce, malgré les menaces d'intimidation sur les juges menacés de mort par voie d'affichage.
Pour implorer leur grâce, des dames sensibles envoyèrent au président une lettre pleine de larmes et reçurent cette réponse indignée de García Moreno: c'est sur le sort du gouverneur que les habitants de Cuenca auraient dû s'apitoyer. Quand on reste sourd aux cris des victimes, on perd le droit d'invoquer la clémence ou faveur des assassins. Après 10 ans de combat, le président restait le maître. Battu 3 fois dans ces 9 derniers mois, la Révolution comprit enfin que le peuple s'unissait au gouvernement pour donner congé aux anarchistes. Et les chefs prirent la route du Pérou ou de la Nouvelle-Grenade en attendant des jours plus favorables aux travaux maçonniques. Et le calme le plus complet s'établit ainsi dans le pays, ce qui permit alors à García Moreno de s'adonner tout entier à son œuvre civilisatrice. Il commence d'abord par le clergé, l'armée et la magistrature, donc de 1869 à 1875. Les révolutionnaires ayant été chassés, il construit son gouvernement. Pour travailler efficacement à la régénération d'un pays, l'homme d'État doit se recruter une triple armée de collaborateurs: des prêtres zélés, des soldats fidèles et des magistrats intègres. Le prêtre qui enseigne la vérité, la justice et la moralité, le soldat qui les garde et le magistrat qui les venge au besoin. Ainsi, la société se trouve alors en possession de ces biens fondamentaux qui produisent et qui sauvegardent les biens de second ordre. La Révolution, évidemment, a une haine viscérale, d'instinct, envers ces 3 agents de la civilisation. Elle affame, elle exile ou elle assassine le prêtre, elle fait du soldat un bandit à sa solde, elle fait du magistrat un exécuteur de ses basses œuvres. C'est ce qui s'était passé en 1905. Ici même, en France. García Moreno en savait quelque chose, parce que la démoralisation des grands corps de l'État, durant sa première présidence, avait stérilisé en partie ses efforts pour le bien. Donc là, García Moreno résolut de profiter de son prestige et de l'autorité que lui assurait la nouvelle Constitution pour élever l'homme public, le prêtre, le soldat et le magistrat, à la hauteur de ses sublimes fonctions. D'abord, la réforme du clergé. Ce fut sa préoccupation principale de 1862 à 1865. Et elle avait langui durant les 4 dernières années, par suite de l'abolition des tribunaux ecclésiastiques, du mauvais vouloir des autorités civiles et de la condescendance excessive du délégat apostolique, trop conciliant pour lutter avec avantage contre des volontés opiniâtres jusqu'à la rébellion. Donc García Moreno veut entreprendre cette œuvre de régénération et il expose ses difficultés au pape, qui va le remercier de son zèle pour la religion et qui va lui envoyer un nouveau délégat. Sous l'impulsion de García Moreno, qui les favorisait de tout son pouvoir, plusieurs conciles provinciaux vont faire refleurir la discipline ecclésiastique sur l'étude des sciences sacrées chez les clercs, la prédication des choses saintes, la remise en vigueur des tribunaux ecclésiastiques, l'assurance de la moralité par le châtiment sévère des prêtres délinquants. La réforme, inutile de le dire, fit de rapides progrès, malgré des oppositions violentes et malgré des récriminations parfois scandaleuses. La transformation du clergé fut favorisée également par
l'arrivée de religieux étrangers que García Moreno proposait à ses œuvres de moralisation et d'instruction, ce qui mit en fureur les libéraux. L'archevêque de Quito prit la défense du président dans une belle apologie. La voici. L'Église est libre quand ses ministres peuvent exercer sans contradiction les pouvoirs qu'ils tiennent de Jésus-Christ, c'est-à-dire quand les droits inhérents à sa constitution divine ne sont ni méconnus ni confisqués par l'autorité civile. Or, tel est précisément, depuis le Concordat, l'état de l'Église à l'Équateur. Nous devons glorifier le président de la République qui remplit si dignement les obligations de tout chef d'État dans un temps où les autres les foulent aux pieds. Si vous qualifiez d'oppression cette noble conduite, je bénis l'oppression de toute mon âme. Ensuite, du prêtre qui répand la bonne semence et du soldat qui garde le champ de la patrie, les services sont, sinon égaux, du moins également nécessaires. L'un est le droit et l'autre la force avec laquelle un chef d'État fait triompher le droit. C'est pour cela que García Moreno va entreprendre une réorganisation radicale de l'armée. N'étant pas d'humeur conquérante, il ne se sentait pas le besoin de s'entourer de forces considérables. Quelques milliers de soldats lui suffiraient en temps de paix pour maintenir l'ordre et pour veiller sur les frontières. Pour avoir sous la main, en cas de guerre, des troupes nombreuses et suffisamment exercées, il créa une garde nationale composée de tous les hommes aptes à porter les armes de 18 à 45 ans. Incorporés d'abord dans la garde nationale, active, les citoyens prenaient part à des exercices militaires périodiques pour être versés, au besoin comme réserve, dans les cadres de l'armée. Plus tard, simples auxiliaires, ils servaient de garnison en cas de mobilisation des bataillons actifs. Pour cette combinaison, le président se trouvait armé pour la défensive, tout en économisant sur le budget de la guerre des ressources considérables plus utiles pour l'agriculture et le commerce. À l'inverse d'avant, où le recrutement de l'armée s'opérait en pays sauvage, à prix d'argent, cette armée à effectif restreint, García Moreno la voulait forte, disciplinée, morale, instruite, pleine d'abnégation et de patriotisme. Et pour la former aux vertus militaires et au maniement des armes, son premier soin fut de la pourvoir d'officiers capables et dévoués. En attendant la création d'une école militaire, il fonda l'école des cadets, une sorte de Saint-Cyr, où, dirigés par d'excellents chefs, ils en sortaient solidement instruits et ornés de qualités qui font du soldat un vrai patriote et même un héros. Ensuite, il stimula le zèle des officiers en détruisant un fléau. Ce fléau, c'était la prodigalité des grades. Au lieu de les conférer à l'ancienneté ou au mérite, on les accordait à la faveur, à la crainte ou au besoin de recruter des complices pour tenter une aventure quelconque. Les distinctions vont désormais récompenser les services rendus et le vrai mérite. Quant à la moralité des casernes, García Moreno ne se croyait pas le droit d'enlever au père et à la mère l'enfant élevé dans la vertu et la piété pour en faire une espèce de monstre sans Dieu et sans pudeur. Donc il fit instituer par le pape une aumônerie militaire en règle, avec instruction religieuse, préparation des soldats à la réception des sacrements, messe dominicale obligatoire, retraite spéciale, dont la première fut d'ailleurs d'une efficacité surprenante. Ainsi, la caserne, assainie,
devint un foyer de régénération au lieu d'être, comme presque partout, une sentine de corruption. Dans cette armée de soldats chrétiens, la moralité s'élevait donc à la plus exquise délicatesse. Élevés et disciplinés, officiers et soldats s'attachaient au président comme à leur père. Ils craignaient sa sévérité, car les moindres infractions à la discipline étaient châtiées sans exception, mais ils l'aimaient. Ils l'aimaient à cause de son dévouement à leurs intérêts, chez qui la compassion s'unissait à la justice. Et il fit comprendre à l'armée que jamais chez lui la sensibilité ne l'emporterait sur le devoir, restant en certains cas inflexible tout en laissant voir son émotion. Restait à créer des magistrats pour compléter la série des agents civilisateurs. Les codes étaient incomplets ou injustes. Le président entreprit donc la tâche immense de les conformer au droit naturel et canonique et d'en combler les lacunes. Il pria les évêques de lui signaler les articles du Code qui leur paraîtraient en contradiction avec les dispositions concordataires, et dans son message au Congrès, en 1873, il en sollicita l'abrogation. Puisque nous avons le bonheur d'être catholiques, soyons-le logiquement et franchement, dans la vie publique comme dans la vie privée, dans nos discours comme dans nos œuvres. Et le Congrès ne recula donc pas devant une révision générale du Code. Après l'avoir épuré, il fallait le compléter. On n'avait pas tenu compte, tant pour endiguer le flot révolutionnaire que pour réprimer les désordres moraux, ce principe si bien formulé par Donoso Cortés que plus le thermomètre de la conscience descend, plus le thermomètre de la répression doit monter, sous peine de voir la société sombrer dans un déluge de crimes. Et sous son inspiration, sous l'inspiration de Garcia Moreno, le Congrès appropria le code pénal à l'état moral du monde moderne en y introduisant des dispositions sévères contre les blasphémateurs, les concubinaires, les ivrognes, les débauchés, les perturbateurs du repos public et, en général, contre tous ceux dont la conduite porterait atteinte à l'ordre ou à la moralité. Et pour remédier aux fameuses circonstances atténuantes qui faisaient souvent échapper les criminels à la vindicte des lois, Garcia Moreno obtint du Congrès d'en modifier les articles qui assuraient l'impunité aux criminels. Vint ensuite l'épuration des juges. Au Congrès de 1871, il déclarait « Souvenez-vous qu'il n'y a point de liberté là où il n'y a pas de justice ». Et pour atteindre le vice capital de l'institution, il exigea des candidats au grade une étude sérieuse du droit. La faveur et l'argent cessèrent d'exercer leur influence sur les examens, en sorte que la multitude des paresseux et des vicieux ne pouvait plus s'affubler du bonnet doctoral et dut avoir recours à une autre industrie pour vivre. Garcia Moreno assistait lui-même aux examens et posait des questions aux candidats. Le gouvernement intervint dans la nomination des juges, exclusivement réservée jusque-là au corps législatif, ce qui permit d'écarter les incapables et les indignes plus facilement et de confier l'administration de la justice non pas à des trafiquants sans conscience, mais à de vrais magistrats. Le président surveillait lui-même les moindres infractions et les punissait sévèrement. Il exigeait des magistrats l'intégrité professionnelle, mais surveillait aussi leur conduite morale.
Il ne tolérait aucun désordre capable de diminuer leur prestige ou d'entacher leur honorabilité. Dans la pensée du président, la réforme des lois et de la magistrature devait aboutir à la réforme des mœurs. Et grâce aux nouvelles dispositions du Code, le gouvernement pouvait donc extirper des villes les vices dégradants qui en sont la honte: prostitution, concubinage, ivrognerie. Les filles de mauvaise vie furent internées sans pitié dans des maisons de correction. Quant aux concubinaires, avant de les livrer aux juges, le président les faisait comparaître en sa présence, il leur reprochait leur conduite et les mettait en devoir de choisir entre le mariage et la séparation. « Vous êtes libres de vous perdre, disait-il, mais non de scandaliser le public par vos désordres. Quant à l'ivrognerie, surtout répandue au sein des populations ouvrières, les ivrognes de profession, de par la Constitution, perdaient leurs droits de citoyens. Amende et emprisonnement de plusieurs jours, tels étaient les châtiments envers ceux trouvés ivres en public. En cas de récidive, la peine était double et on déportait dans une autre province l'ivrogne incorrigible. Les cabaretiers complices ou complaisants étaient punis d'une forte amende et la récidive entraînait la fermeture du cabaret. Garcia Moreno reconnut que ce vice était tellement répandu qu'il avait plutôt besoin d'un traitement curatif que de répression. Il opta donc pour la création d'hospices, d'asiles, où ces ivrognes, soumis à un régime hygiénique et aux exercices du travail agricole, devenaient susceptibles de réforme. Et grâce à cette régénération dans l'ordre religieux, militaire, judiciaire, l'Équateur se trouva donc en position des biens fondamentaux, religion, justice, moralité, d'où résultent l'ordre et la paix. Ensuite, l'instruction publique, toujours de 1869 à 1875. Avant Garcia Moreno, cette instruction publique n'existait qu'à l'état rudimentaire. La Révolution détruisit même les pauvres germes qui existaient. Rocafuerte fit un effort sérieux, vigoureux, pour réorganiser l'enseignement. Mais Urbina travailla de toutes ses forces à le ruiner de fond en comble, convertissant l'unique collège de la capitale en caserne, avec la décadence complète de l'enseignement scientifique et littéraire. En quelques années, Garcia Moreno réalisa sur cette question de véritables merveilles. Une tâche gigantesque fut accomplie. Pour déterminer à l'étude ces races apathiques par tempérament, s'autorisant de leur soleil, de leur climat et de leur montagne, pour s'exempter du travail. Pour vaincre l'opposition des municipalités routinières, pour remonter le torrent des habitudes séculaires, pour trouver dans ce pays pauvre de l'argent pour bâtir des écoles et des collèges, et pour recruter des professeurs pour enseigner. Donc il fallait relever le niveau intellectuel et moral du peuple, et cela préoccupait Garcia Moreno au point qu'il travailla d'abord à réformer l'instruction primaire. Pour cela, il fit appel à différentes congrégations qu'il installa dans les grandes villes pour y fonder des écoles gratuites et libres. Il détruisit d'un seul coup le monopole de l'université. Il rompit avec de vieilles méthodes, il suscita des écoles modèles qui bientôt discréditèrent celles de l'État. Au congrès de 1871, il dévoile son plan, préférence des soins du gouvernement à l'enseignement primaire. Le projet de loi qu'il va présenter au congrès concédait au gouvernement l'autorisation d'ouvrir de nouvelles écoles
de manière à pourvoir à l'éducation de 200 000 enfants et déclara l'instruction primaire gratuite et obligatoire pour tous, excepté les nécessiteux. Cette loi, votée par le Congrès, réveilla alors les plus indolents. École obligatoire pour tous les enfants de 8 à 12 ans, amende et privation des droits civiques pour les parents déclarés responsables. Quant aux communes, toute agglomération pouvant fournir 50 enfants de 6 à 12 ans avait le droit d'exiger une école primaire. Pour arriver à l'exécution de cette loi, il fallait des maîtres. Le président fit appel aux frères des écoles chrétiennes, qui accoururent de France, et tous les centres populeux en bénéficièrent. Comme le nombre des instituteurs congréganistes restait insuffisant, il créa sous leur direction une école normale de maîtres laïcs, profondément chrétiens, qui, formés par la méthode des frères, devinrent leurs collaborateurs dans les campagnes. Et ainsi, en peu de temps, l'instruction primaire, pour laquelle le président dépensait des fonds importants, prospéra d'une manière admirable. Dans l'intervalle d'un congrès à l'autre, plus de 100 écoles nouvelles s'élevèrent. On en comptait 200 en 1869, 400 en 1873 et 500 début 1975. La progression des élèves suivait la même proportion. Avant le gouvernement de García Moreno, on comptait 8000 enfants environ fréquentant l'école primaire. Après sa première présidence, ils étaient 13 000. En 1871, 15 000, 22 000 en 1973, 32 000 en 1975. Le nombre de filles fréquentant l'école étant des 3/4 inférieur aux garçons. Pourquoi? En raison de la pénurie de maîtresses et de locaux, mais aussi à cause des difficultés pour les petites filles d'aborder les écoles, puisque la population se trouvait disséminée à travers des campagnes souvent très accidentées, avec des sentiers étroits et dangereux, plus praticables par les garçons que par les filles. Donc García Moreno étudia les moyens de vaincre ces difficultés naturelles. Les Indiens, qui représentaient un tiers de la population, figuraient également en nombre insignifiant. Donc, García Moreno va créer des écoles spéciales à l'usage des pauvres indigènes et des bourses à l'école normale pour former des maîtres indiens. Malgré tous ces sacrifices, il eut besoin de toute son énergie pour vaincre leur paresse native, pour contrecarrer les libéraux qui répandaient l'idée que les Indiens, jusque-là exempts du service militaire, étaient conduits à l'école pour ensuite remplir les casernes. Aucune classe de la population ne fut exclue du bienfait de l'instruction. Quant au programme des études, on adopta celui des congrégations enseignantes, où la science religieuse occupe la première place. Avec des hommes de cette trempe, disait García Moreno, nous régénérons les familles et la société. Toutefois, si l'instruction primaire élève les masses populaires, c'est l'instruction secondaire qui forme les classes dirigeantes et par là même qui exerce la plus grande influence sur les destinées d'une nation. Donc, pour réorganiser sur des bases solides les quelques mauvais collèges de l'Équateur, García Moreno va faire appel aux jésuites. Et sur sa proposition, le Congrès autorisa la Compagnie de Jésus à fonder des établissements dans tout l'Équateur. Ils ne fondèrent que 2 établissements sous la première présidence de García Moreno, mais après la suppression de l'université en 1869, presque toutes les provinces eurent leur collège. 200 professeurs
employé dans les collèges et séminaires, donner l'instruction à plus de 1000 élèves. L'Église et l'État rivalisaient ainsi de sacrifices pour le développement et le perfectionnement de cette œuvre. Les jésuites de l'Équateur donnaient aux études linguistiques, littéraires, scientifiques, la part qui leur revient dans la formation de l'intelligence et du cœur. Pour les jeunes filles appartenant aux classes supérieures de la société, García Moreno fit appel aux congrégations. Et dans ce même ordre d'idées, il faut ajouter au collège et pensionnat une école professionnelle connue sous le nom de protectorat catholique et dirigée par des frères venus de New York. En formant des artisans indigènes, García Moreno évitait à ses compatriotes des frais de transport qui doublaient et triplaient le prix des objets importés. Un enseignement technique de même nature pour les jeunes filles fut confié aux Sœurs de la Providence qui venaient de Belgique. Les jeunes filles pauvres trouvèrent près d'elles un asile sûr dans un hospice préparé pour les recevoir. L'enseignement primaire et secondaire, rendu accessible à toutes les classes de la société, García Moreno rêvait, passionné qu'il était pour les hautes sciences, à la création dans les montagnes d'un enseignement supérieur scientifique. On se souvient que son premier acte, en reprenant le pouvoir, avait été de dissoudre l'ancienne université de Quito, très avancée dans les idées révolutionnaires. Donc sur ces ruines, il va fonder une université vraiment catholique. La faculté de droit fut réorganisée sur des principes vraiment chrétiens. Il fallait des hommes nouveaux, des livres nouveaux, autres que ceux qui avaient pour commentateurs du vieux droit romain des auteurs libéraux, protestants et révolutionnaires. Et García Moreno va confier cet enseignement à la Compagnie de Jésus, qui rencontra des mécontents parmi les étudiants, mécontents qui s'efforcèrent d'endoctriner les élèves et les pousser à la révolte contre leur maître. Mais en vain, de par un bon esprit des étudiants et la volonté de faire de García Moreno. García Moreno voulait donc créer de toutes pièces une faculté des sciences. Il s'agissait donc de trouver un corps professoral à la hauteur des progrès modernes et aussi de se procurer tout l'appareil instrumental nécessaire aux démonstrations pratiques. Alors, il va demander aux jésuites allemands, des chimistes, des physiciens, des naturalistes, des mathématiciens. Et avec ces derniers, qu'il trouva non sans difficulté, il organisa, sous le nom d'école polytechnique, un centre qui pouvait rivaliser avec nos meilleures facultés de sciences pour la formation d'ingénieurs, d'architectes, de chimistes, de directeurs des ponts et chaussées, etc. Il ouvrit de larges crédits pour acheter en Europe et transporter à Quito tous les objets nécessaires à l'enseignement. C'est ainsi que l'université va se doter de cabinets de physique, de chimie, et cela ne se fit pas sans opposition. Les ignorants, qui se demandaient à quoi bon ces machines et ces polytechniciens, les commerçants et les agriculteurs qui trouvaient que le gouvernement aurait dû se borner à favoriser l'agriculture et l'industrie, les économistes qui regrettaient des dépenses folles, les libéraux envieux qui rugissaient de voir au gouvernail un homme dont la gloire éclipsait leur ambitieuse nullité, et puis les inévitables francs-maçons et radicaux qui écrivaient sans vergogne que le jour où le président tomberait, il ne faudrait pas qu'il reste sur la terre de l'Équateur le moindre souvenir d'une œuvre catholique. Mais bientôt l'évidence du bienfait
accabla ses déclamateurs les plus haineux. Les perspectives d'avenir qui s'ouvraient aux jeunes gens studieux triomphèrent de cette apathie générale. García Moreno se félicitait également de trouver les jeunes gens de l'école aussi fermes dans la foi que dans la science. Foulant même aux pieds tout respect humain, ces jeunes gens se constituèrent en congrégation de la Sainte Vierge. La faculté des sciences donna ainsi naissance à la faculté de médecine. Et pour réorganiser la faculté, García Moreno obtint de l'école de Montpellier 2 excellents professeurs, messieurs Guéraud et Domecq, l'un de chirurgie et l'autre d'astronomie. Enfin, García Moreno fonda une académie des beaux-arts où l'on cultiva spécialement la sculpture, la peinture et la musique. Et par son éclat pittoresque et son ciel de feu, l'Équateur exalte l'imagination et développe dans le cœur une extrême sensibilité. Aussi, ses habitants ont-ils été renommés de tout temps pour leurs dispositions artistiques, qui, faute de maîtres, restaient à l'état de nature. C'est pour cela que García Moreno va faire venir à grands frais de Rome des professeurs distingués. Et il établit à Quito un conservatoire national de musique religieuse et profane. Cette musique qui va attirer tout particulièrement l'attention de García Moreno à cause de ses relations avec la liturgie sacrée. Et c'est encore de Rome qu'il va faire venir des organistes et des maîtres de chant. Enfin, de savants astronomes qui avaient exprimé le désir de voir s'élever un observatoire international dans les environs de Quito. En 1870, des crédits furent ouverts pour la construction de l'édifice et l'acquisition des instruments. Les appareils complets, construits d'après les meilleurs systèmes, sortirent des ateliers de Munich. Beaucoup s'imaginent que le révolutionnaire est nécessairement un progressiste et le catholique un rétrograde. Or, quand on voit l'œuvre de García Moreno, qu'est-ce que nous constatons? D'abord qu'en un demi-siècle, la Révolution n'a rien su fonder à l'Équateur. Ni instruction primaire, ni secondaire, ni enseignement supérieur. Ensuite, nous constatons qu'en 6 ans, García Moreno a fait passer sous ce triple rapport des plus profondes ténèbres à la plus resplendissante lumière. Et enfin, sans oublier qu'après l'assassinat de García Moreno, la révolution triomphante replongea le pays dans le chaos primitif. Le nom de García Moreno, et c'est la conclusion, protestera éternellement contre ce mensonge, devenu presque un axiome historique. L'Église arrête le progrès des sciences et la révolution le favorise. Nous verrons la suite la prochaine fois, la suite de cet État chrétien, notamment l'industrie, etc. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.